3, dont l'intitulé global, c'est l'architecture de la société. Et lors de la première séance, on est parti de ce constat que l'Occident avait créé, utilisé, recourait à une métaphore qui est l'architecture de la société. Et tout le travail fait ces dernières années a consisté à montrer qu'il ne s'agissait pas simplement d'une métaphore, que vraiment on pense, et on s'est donné les éléments pour le penser, en Occident, la société comme l'architecture. Alors, lors de la séance précédente, je me suis efforcé de faire un petit peu le parcours permettant de comprendre comment la pensée urbanistique au XIXe siècle a pu s'adosser à une histoire pluriséculaire qui a permis d'élaborer ce référent architecturé de la société, et dans le cheminement qui avait été proposé, le cheminement d'une première structure offerte par l'Église, et puis ensuite d'une seconde structure avec un même rapport entre contenant et contenu, relevant de la figure de style qualifiée de métonymie, seconde figure qui est le rapport entre la ville et la cité. Nous avions pu voir que dans cette évolution se posait la question de la modernité occidentale. Alors tout problème étant de savoir quand est-ce qu'on fait commencer cette modernité, mais enfin disons que l'une des thèses défendues étant que la configuration du rapport contenant-contenu qui est la ville-cité est une configuration de la modernité, c'est-à-dire ce moment où on se met à penser la vie bienheureuse en communauté dans un cadre donné qui est la ville, qui va permettre d'engendrer la cité à l'antique, la cité aristotélicienne telle qu'elle est réélaborée par, disons, la philosophie, la théologie du Moyen-Âge à partir de la scolastique. Alors, la question dont je voudrais traiter... Non, c'est bon, je vais mettre la main plus haut. La question que j'aimerais aborder aujourd'hui, elle est tout à fait connexe. C'est la question du paysage et du rapport du paysage à la modernité. Alors, on pourrait dire de façon assez simple que la ville contenant de cité engendre cette question de la perspective. D'ailleurs, nous avions vu que les fameuses vedoutes contemporaines d'Alberti, au XVe siècle, ces représentations un peu énigmatiques de villes vides complètement d'hommes, qui sont construites en perspective, elles offrent une perspective qui est précisément paysagère. C'est une question que je voudrais me poser avec vous aujourd'hui, en essayant de savoir comment on peut qualifier le paysage. Est-ce que le paysage est contemporain d'une modernité qui se borne à une société rien qu'humaine, c'est-à-dire sans aucune espèce de transcendance, ou est-ce qu'il faut faire jouer une base continue qui serait la référence au spirituel, avec toute l'ambiguïté de ce que l'on pourra qualifier de spirituel? Est-ce que le spirituel c'est un divin à l'ancienne, ou est-ce que c'est la place de l'esprit? Voilà. Alors c'est un assez long parcours que je vous propose. Je vais essayer d'être assez limité. Je me mets mon petit chronomètre. Et je voudrais commencer la présentation en choisissant un épigramme. Alors je ne sais pas s'il faut que je dise tout de suite d'où je le sors. Peut-être que ce sera plus simple. Comme ça, vous verrez quel est mon point d'aboutissement. Mon épigramme est tiré de Kandinsky, du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, qui est un texte très 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 célèbre et très bien connu de tous ceux d'entre vous qui ont affaire avec l'art contemporain. Dans un des chapitres de ce traité, qui est un traité des années 1910, dans un des chapitres intitulé « Le tenant spirituel » à propos de Cézanne et de Matisse, Kandinsky développe le passage suivant qui va me servir comme point d'arrivée de mon parcours. Ici s'ouvre
les voies d'objectivisation de l'art où l'artiste n'est rien d'autre qu'un instrument secret et caché, au regard, alors que l'œuvre elle-même a l'air d'être tombée toute près du ciel. La pulsation de l'artiste ne s'entend plus dans l'œuvre, cette dernière vit avec ses propres pulsations. Alors, dans quelle mesure est-ce que l'art abstrait, avec le supplément d'âme que Kandinsky réclame, est au point d'aboutissement de la longue marche occidentale autour de la question du paysage? Ça va être mon propos d'aujourd'hui. Et un propos que j'avais annoncé là, dans les petits intitulés du séminaire, avec des questions que je voudrais redonner en démarrage. L'humanisme a inventé, dit-on, le paysage en ouvrant l'art de peindre sur la perspective. Le rapport paysager à la nature ancre-t-il l'humanité dans un monde autonome, sans transcendance? Le paysage moderne marque-t-il, au contraire, un réaménagement des rapports à l'au-delà par une redéfinition des voies d'accès à l'esprit? Est-on fondé, en somme, à parler de paysage spirituel? Alors commençons par la question du paysage. Dans le grand légendaire de la modernité, le paysage est un marqueur privilégié en tant qu'invention culturelle. Le mot paysage apparaît en vulgaire au cours du XVIe siècle. La première attestation en français, c'est un terme d'origine, pense-t-on, italienne, empruntée à l'Italie, la première attestation en français se trouvant dans le dictionnaire latin-français de Robert Étienne de 1549. Il a deux sens principaux. Le premier désigne, je cite tout simplement le Littré, une étendue de pays que l'on voit d'un seul aspect. C'est donc un terme géographique propre à qualifier une totalité saisie par le regard. Le second sens renvoie à un genre pictural représentant une vue champêtre ou un jardin. Un genre qui est appelé à se systématiser dans le paysagisme, justement, et à se diversifier dans des déclinaisons multiples. On va parler de paysages historiques, de paysages antiques, de paysages naturels, de paysages géologiques, de paysages héroïques, etc., etc. Dans ces deux acceptions, qu'il convient de ne surtout pas dissocier, le paysage que s'invente l'Occident est le produit de tournants technologiques accomplis au cours de la première modernité, au XVe et au XVIe siècle. C'est d'abord l'affaire de procédés optiques qui donnent la possibilité de saisir et de restituer un plan d'ensemble, comme la fameuse description de la ville de Rome d'Alberti de 1430, qui est un inventaire topographique de Rome réalisé suivant une méthode mathématique permettant de situer les bâtiments éminents comme autant de points identifiés par des coordonnées polaires à placer sur une carte ou un plan. Le même Alberti, dans un autre traité, le De Pictura, de la peinture, livre 2, chapitre 30, théorise un autre support humaniste du paysage. Je veux parler bien sûr de la perspective, qui donne au tableau une profondeur et un étagement créateur de paysage, que vient compléter plus tard la technique picturale de la dégradation chromatique, qui est analysée, comme vous le savez, in fine par Goethe, dans son traité des couleurs des années 1808-1810. Pour autant, le paysage humaniste est un composé paradoxal d'objectivité et de subjectivité. C'est en quelque sorte une formation en tension. D'un côté, l'exactitude optique, auquel je viens de faire allusion rapidement, qu'offre des moyens objectifs de saisie
et de reproduction du monde, avec la chambre obscure, avec la perspective, avec l'analyse des couleurs, lesquels ne sont qu'un ressort parmi d'autres de saisie objective du monde, aux côtés de la carte, du dessin d'architecture, de l'herbier, de l'observation astronomique ou bien de vue géologique. De l'autre côté, justement, s'opposant à cette vue objective, l'indétermination, le flou, l'état d'âme, qui fait dire plus tard à Verlaine, dans un vers célèbre du Clair de Lune, « Votre âme est un paysage choisi ». Mais une nécessaire articulation entre les deux registres. Le paysage est à la fois objectif et subjectif. Dans l'Histoire de la montagne de 1880, Élisée Reclus, l'un des pères fondateurs de la géographie scientifique française, a dit la beauté supérieure, la force d'attraction transcendantale, le sentiment de la petitesse humaine face à une puissance naturelle hors mesure. Comment qualifier la qualité de ce sentiment qu'exprime Élisée Reclus? A-t-on affaire à du religieux, à du spirituel, à de l'esthétique? Et comment rendre compte du paradoxe constitutif du paysage, objectif tout autant que subjectif, subjectif tout autant qu'objectif, en se gardant bien de divisions tranchées et étanches entre un monde-objet d'un côté et un homme-sujet de l'autre, entre nature et culture? Telle est bien la question. Cette ambivalence constitutive a été théorisée par le philosophe Joachim Ritter, dont je vous ai mis à l'écran la page de couverture du livre en traduction, qui a donné la définition suivante du paysage. Je le cite. Le paysage, c'est la nature esthétiquement présente, se montrant à un être qui la contemple en éprouvant des sentiments. Fin de citation. Repartant des analyses de Georg Simmel, 1858-1918, qui s'est attaché au ressort de cette construction intellectuelle, aux qualités du paysage, beau, grand, sublime, animé autrement dit d'une Stimmung, d'une spiritualité créatrice, Ritter propose une remontée détaillée dans la modernité philosophique qui a instauré cet objet esthétique du paysage. Pour lui, la rupture est accomplie à l'âge romantique, après un tournant humaniste inachevé. Et c'est précisément le problème de l'inachèvement qui va poser tout le problème de notre discussion. Carus, dans les lettres sur la peinture de paysage, 1815-1824, et Goethe, dans l'essai sur la peinture et le paysage, de 1832, donnent une bonne idée du sentiment de la nature sécularisée qui domine le premier romantisme. Le paysage est peint pour lui-même, plaçant l'individu moderne, qui est esthétiquement autonome, directement avec la loi éternelle, la force originaire et l'âme du monde, dans un face-à-face bien résumé par Kant, qui fait le parallèle entre, je cite, « le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi ». Une idée que transmet d'une certaine façon ce fameux tableau de Caspar Friedrich que vous avez à l'écran. Comme le soutient Alexandre de Humboldt dans Cosmos, 1846-1851, il convient de participer sans entrave à la nature libre. Il convient de se confronter à la vraie nature, débarrassée de toute marque d'usage, de toute utilité.
le paysage investi d'un sens esthétique a pour fonction de placer l'homme en phase avec le tout de la nature, en neutralisant les effets de distanciation du monde objectal créé par les sciences naturelles. Il s'agit en somme, comme y invite plus tard Cézanne, de se laisser aller, je le cite, à l'obsession cosmique qui nous dévore. D'où l'opposition théorisée par Kant dans la critique de la façon de juger, premier livre, de deux modes de vérité, un mode logique d'un côté, un mode esthétique de l'autre, de deux types de saisie de la nature, le détail des phénomènes naturels objectivés par les sciences expérimentales d'un côté, l'imagination esthétique qui permet une appréhension de la nature dans sa totalité, au-delà même du sensible, de l'autre. Opposition donc. Ma promenade, poème philosophique de Schiller, est emblématique de toute la force libératrice du paysage romantique. L'individu moderne est comme le promeneur aspiré vers une montagne faite sienne, Meinberg, qui échappe à la prison de sa clôture intérieure pour embrasser la nature tout entière. Et pour illustrer cette image, qui est bien traduite par Schiller dans Ma promenade, j'ai choisi le fameux tableau de 1837 de John Martin, Manfred sur la Jungfrau. Sentiment de libération de la prison intérieure dans la nature, dans cette nature imposante et porteuse de soi-même. Dans un registre plus systématiquement philosophique, Hegel, de son côté, confirme les enjeux de cette naturalisation esthétique qui, à l'instar de la religion et de la philosophie, élève l'homme à la vérité, l'aspire vers le divin. L'émergence de la modernité paysagère qui libère mène dans l'analyse de Ritter, que je suis, d'un texte fondateur à un autre. Il y a pour Ritter, dans le mouvement de la modernité paysagère, deux textes de référence. Le second des textes sur lequel je ne reviens pas, c'est La promenade de Schiller, qui est pour lui un écrit d'accomplissement réalisé par le premier romantisme. Le premier des textes de référence est la fameuse lettre de Pétrarque, l'ascension du Mont Ventoux de 1335, dans lequel Ritter, philosophe du paysage, voit ce qu'il appelle un acte instaurateur inachevé. En faisant de l'écrivain humaniste un instaurateur, il s'inscrit dans une tradition culturelle allemande ancienne qui tente à faire de Pétrarque, entre littérature et philosophie, le prototype de l'homme moderne, découvreur et esthète de la nature. Bon connaisseur d'Aristote et de la philosophie grecque antique, Ritter note que l'ascension de Pétrarque est un voyage, un parcours théorique, au sens de la théoria ancienne, bien sûr, qui mène à la contemplation du tout du monde. Rapportant son itinéraire à un correspondant, qui est son confesseur, le moine augustinien Dioginni da Borgo San Sepolcro, Pétrarque se confesse. Il se met dans les pas d'Augustin, l'Augustin des Confessions, pour rendre compte de la finalité de son entreprise en termes spirituels. L'élévation à la félicité et à la béatitude. L'hypothèse de Ritter est que, pour la première fois dans la littérature occidentale, je dis bien pour la première fois, un acte instaurateur, la nature paysage apparaît aux côtés de la nature objet philosophique de contemplation. Mais, ajoute-t-il, ce serait une première timide, une première
inachevé. De fait, les éléments proprement descriptifs sont rares, et l'on peine à voir ce qui, dans le propos paysager de Pétrarque, tranche sur les usages anciens de la peinture littéraire médio-latine, de la nature esthétisée. On a, à travers toute la littérature du Moyen-Âge, depuis les origines, des traitements paysagers. Bon. Et en quoi est-ce que Pétrarque se distingue de cette longue tradition? Je me le demande. L'expérience de Pétrarque, tout à son tête-à-tête et à son cœur à cœur avec Augustin, est avant tout spirituelle. D'où la question, au terme du parcours avec Ritter, rupture inachevée de l'écrivain humaniste ou approximation analytique du philosophe du paysage. Autrement dit, Ritter se trompe-t-il? Je pose la question. De fait, Ritter a du mal à convaincre de la modernité de Pétrarque au sens d'un accès à l'autonomie, à la libération de l'homme dans et par la nature réifiée des romantiques. Mais la méprise va plus loin. Et c'est toute l'analyse de la persistance du spirituel dans le paysage qui doit être repensée au-delà de la rupture romantique. Théoricien de la légende moderne du paysage qui libère, Ritter n'a pas su voir quelle logique interne à la culture européenne de tradition chrétienne fait que le paysage ne peut pas ne pas être spirituel. Est-ce que je pourrais m'employer à démontrer maintenant? Le premier démenti que l'on peut faire à la thèse de Ritter se trouve dans le goût moderne, moderne au sens historique du terme, c'est-à-dire 15e, 16e siècle et au-delà, dans le goût moderne pour les paysages inspirés. Je pense, bien sûr, à la suite d'études relatives au paysage comme exégèse. Je pense bien sûr à l'investissement de la peinture de paysage par les élites ecclésiastiques au XVIe et au XVIIe siècle. La Rome des XVIe et XVIIe siècles regorge, comme vous le savez, de jardins, de décors peints selon nature, de traités sur la ville qui intègrent de nécessaires échappées paysagères. Au Vatican, par exemple, la Tour des Vents accueille, à l'initiative du pape Grégoire XIII, 1572-1585, des paysages à sujet biblique. De pareils penchants paysagers ne répondent pas simplement à des habitus et à des pratiques de pouvoir bien attestées dès les XIVe, XVe siècles, à l'échelle européenne, d'une culture de cour largement initiée par la propre curie, c'est-à-dire la cour de Rome et puis au passage d'Avignon. Le paysage porté par les Écritures est au cœur de la pastorale visant à célébrer ce que couramment à l'époque on qualifie de sainte agriculture et à promouvoir ce que l'on appelle le territoire des âmes, c'est-à-dire l'utilisation d'un vocabulaire, on va dire, géographique pour parler de spiritualité. Au-delà des polémiques qui opposent réformés et catholiques autour du statut de l'objet sacré et de l'image, aucune barrière confessionnelle franche ne divise partisans du et opposants au paysage. Calvin traite la nature comme un livre, une écriture à déchiffrer. L'essentiel pour lui est de montrer comment la perfection divine s'incarne. Il s'agit non pas de représenter, mais de saisir les empreintes de la nature, de distinguer ce qu'il qualifie les images vides, nourries de la fantaisie humaine, d'autres images qu'il qualifie d'images vives, contenues dans les sacrements, les évangiles, la création et le Christ en personne. Côté catholique se poursuit et se revivifie la tradition ancienne de l'exégèse visuelle, vivante au moins depuis le XIIe siècle, qui a nourri pendant longtemps l'herméneutique monumentale et picturale.
le monument et l'image, offrant un sens en attente de commentaires propre à élever, à transporter au-delà du signe. L'imprimerie donne une nouvelle vie à des classiques médiévaux de l'herméneutique, je pense en particulier à la glose ordinaire ou bien aux postilles de Nicolas de Lyre, tandis que les dispositions du Concile de Trente sur le statut et la pratique des saintes images, combinées au penchant antiquisant caractéristique de la Renaissance européenne, viennent favoriser un renouvellement de l'exégèse visuelle sur le terrain du comparatisme, tel que, par exemple, Daniel Huette invite à la pratiquer dans sa démonstration évangélique de 1679, qui rapproche les figures et les données issues de la tradition, des traditions scripturaires judéo-chrétiennes et la culture littéraire et philosophique gréco-romaine pour fournir aux créateurs et aux spectateurs un vaste répertoire de sens tiré du patrimoine commun, antique et chrétien. C'est nourri de telles références que Poussin peut encore être, en pleine modernité du XVIIe siècle, le peintre de Dieu. Le peintre de Dieu, en reprenant le titre de la belle exposition du Louvre à Paris il y a 2 ans. Le peintre de Dieu. Poussin, le dévot, ne suggère pas simplement la tête, comme vous le voyez ici sur le miracle de Saint François Xavier, ne suggère pas simplement la tête barbue du Christ sous le couvert d'un Jupiter à l'antique. Son esthétique ouvre les sens à la contemplation des mystères de la religion. Ces séries des 7 sacrements soumettent les actions de la grâce aux 7 tours de la fortune, dans une sorte de jeu systématique entre le répertoire antique et le sens chrétien potentiel. Dans le traitement de l'Eucharistie, que vous voyez ici, sur fond de triclinium à l'antique, il fait de la commémoration christique un sacrement des ténèbres porté, parce qu'il faut bien qualifier, de théologie mystérique. Son paysage de tempête avec Pyrame et Thisbé, que vous voyez à l'écran, joue des contrastes entre les forces tempétueuses de la nature et la fragilité humaine. Le chaos face à l'ordre et la tranquillité évoquée par le lac. Le tableau, pour lui, est un moteur de dévotion qui a pour objet de contribuer à instaurer la beauté et l'ordre par et dans la pratique des vertus, le lac, miroir de l'âme, invitant à se maintenir dans la tranquillité intérieure. Le paysage de Poussin est spirituel dans la mesure où il met en scène une nature révélatrice d'état d'âme. C'est un support de méditation qui invite à l'interprétation spirituelle, comme l'attestent les commentaires que Fénelon livre de certains paysages de Poussin, et sur lesquels, malheureusement, je ne peux pas m'appesantir. Autrement dit, pour Poussin, de façon privilégiée avec ce grand peintre, pour Poussin, le paysage peint transporte à la façon de l'allégorie. Une allégorie dont il convient de bien parcourir l'histoire à long terme du Moyen-Âge chrétien jusqu'au plus vif de la modernité contemporaine. Et je vous invite à être sensible à ce mouvement qui va nous installer très largement dans la modernité contemporaine. Comment peut-on définir le paysage allégorique? Je ferai avec, à la suite d'un collectif dirigé par Christophe Imbert et Philippe Maupeou, intitulé « Le paysage allégorique », de la façon suivante. Le paysage allégorique est un composé en tension. C'est à la fois, je cite Imbert et Maupeou, c'est à la fois un régime discursif
qui prend pour objet le texte, l'allégorie, et une appréhension sensible du réel qui prend le monde pour objet, paysage. Tension entre les deux. Paysage, allégorie. Cette tension est constitutive de la théologie médiévale, à haute époque, qui fait du monde un livre à déchiffrer. Hugues de Saint-Victor, par exemple, 1096, 1141, parle du monde comme du livre écrit du doigt de Dieu. Tandis que, dans les mêmes années, Alain de Lille voit dans la création un livre et une peinture offerts en miroir, le miroir des compositions à déchiffrer pour remonter des effets vers leur cause, dans un mouvement typiquement néoplatonicien ou dionysien. La fonction spéculaire et spéculative du paysage allégorique suppose de porter le regard d'une vision qui transporte vers un ailleurs en combinant deux registres normalement dissociés, deux isotopies si l'on peut dire, le vocabulaire de la description géographique et celui de la vie morale. Bernard de Clairvaux, 1090-1153. Bernard de Clairvaux, dans ses paraboles, invite ainsi à cheminer spirituellement, je le cite, parmi les montagnes de l'élévation, les vallées de la curiosité, les champs de la licence, les bois de la luxure. Autrement dit, en utilisant un vocabulaire qui est tiré de la géographie pour être appliqué au registre de la vie morale. La combinaison des deux registres rend l'espace parcouru anisotrope, en ce sens qu'il valorise une direction et pas deux. Le paysage allégorique est narrativement, discursivement et éthiquement orienté. On va dans une direction et pas deux. Théologien, poète ou romancier, je vais convoquer des romanciers, effectivement. Théologien, poète ou romancier empruntent le vocabulaire de la géographie commune, les châteaux, les vergers, les forêts, les villes ou les fleuves, pour forger une topographie symbolique qui mène de point en point vers un ailleurs valorisé, un ailleurs parmi beaucoup d'autres. Ils mettent en scène la figure en mouvement du pèlerin voyageur qui chemine en lui-même pour atteindre un au-delà de la définition à la définition fluctuante selon les époques. Ça peut être Dieu, ou bien lui-même l'écrivain en position de Dieu. Comme Pétrarque en exprime le souhait, il s'agit de voyager en son âme, comme on voyage avec ses pieds. De Pétrarque escaladant le Ventoux de son auto-accomplissement dans la théorie de la contemplation, à Thoreau, cheminant vers l'Ouest américain traité comme une terre promise, à Conrad ou à Céline embarqué dans d'inquiétants voyages, à Benjamin, De Chirico ou Freud perdu dans d'énigmatiques parcours urbains, en passant par le pèlerin sur un sentier de montagne, abîmé dans ses pensées que Novalis met en scène dans Henri d'Offerlingen, le paysage allégorique, médiéval ou moderne, est une traversée de territoires initiatiques qui doit mener à mieux, quelle que soit la qualification de ce mieux. Lumière du divin, sortie du cœur des ténèbres, à la Conrad, du bout de la nuit obscure à la Céline, ou de l'inquiétante étrangeté de la ville à la Benjamin. Dès lors, il est vain de distinguer les périodes paysagères, comme s'y est employé Kenneth Clark dans L'Art du paysage, qui est le livre toujours cité de 1949 dans son édition anglaise, Landscape into Art, en dissociant le paysage symbolique du Moyen-Âge d'un côté, du paysage idéalisé de la modernité de l'autre côté. Il n'y a pas de distinction à faire. Il y a une évolution absolument évidente. Que le monde soit hétéronome ou autonome, référé ou non au divin et à la transcendance,
le paysage allégorique est du Moyen-Âge chrétien jusqu'à nos jours un révélateur d'étrangeté dans la mise en scène du sujet. La vraie question que pose la modernité, et ça c'est une vraie question à laquelle nous avons fait allusion au début de l'exposé, qu'on fasse remonter la rupture moderne à l'humanisme, à la Renaissance ou au romantisme, la vraie question se trouve dans la confrontation de la subjectivité allégorique à l'objectivité de l'expérience scientifique. Faut-il, à l'instar de Ritter, penser cette confrontation en termes d'opposition ou au contraire d'articulation des registres? C'est la seconde voie que j'adopte en soutenant que le paysage ne peut pas ne pas être spirituel. L'histoire enseigne de fait que la modernité ne dissocie jamais poésie et géographie scientifique, que ces deux registres peuvent très bien cohabiter. À l'époque humaniste, censée ouvrir la boîte de Pandore de la modernité paysagère, les usages de la perspective que j'ai présentés tout à l'heure, comme un tournant technologique capital dans l'invention du paysage, montrent à quel point la surnature continue d'habiter le monde des hommes en quête de perception rationnelle. La rationalité technologique des humanistes est parfaitement compatible avec un traitement de la surnature dans le cadre paysager. À preuve, l'exemple saisissant des annonciations. La façon dont ces annonciations font un usage spiritualisé de la perspective. Aux origines des représentations de l'annonciation, la scène n'est pas paysagée. Les représentations antérieures aux années 1400 ne faisant aucun usage des maigres mentions topographiques fournies par les Écritures, c'est-à-dire la ville de Nazareth, ou bien la maison de Marie, dans l'évangile de Luc, ou bien encore la fontaine ou le puits et la maison de Marie dans le proto-évangile de Jacques. Il faut attendre, ce que vous voyez à l'écran justement, il faut attendre Franz Jelicow, le peintre angélique, pour que soient mises en perspective deux références paysagées antithétiques, mais porteuses l'une et l'autre, l'une avec l'autre, d'un message spirituel, dans l'immédiate proximité du lieu de l'annonce, le jardin de la Vierge salvifique, et dans le lointain, la montagne aride échue à Adam et Ève, sortis des luxuriances du paradis. D'autres exemples, italiens ou flamands, celui que vous voyez à l'écran est flamand, d'autres exemples abondent. Mais tous jouent sur l'étagement des plans. Maisons, palais, jardins, rues, présentés sous une forme de mise en abîme, dans une mise en perspective qui a pour objet d'épuiser le réalisme des lieux représentés, de bien saisir la force du transport d'une scène dont la raison d'être est de fixer la mobilité d'un message venu de l'au-delà pour nourrir la voie de l'au-delà. Autrement dit, venir d'ailleurs pour revenir à cet ailleurs. Autrement dit, une mise en scène qui est très fortement spirituelle. C'est que le paysage est spirituel à la mesure de la spiritualité de l'image. Et tout le problème de ces représentations paysagées, c'est tout le problème de l'évolution de la pratique et de la réflexion sur l'image dans ce que l'on a appelé la prémodernité. Bascule-t-on, comme l'a postulé Hans Belting, le grand historien d'art allemand du Moyen-Âge, de l'image objet de culte à l'image objet d'art. Autrement dit, la modernité paysagère doit-elle être confondue au phénomène que l'on a qualifié d'artification, c'est-à-dire ce moment où advient
l'art pour lui-même, l'art pour l'art, ou bien les images de la prémodernité, c'est-à-dire les images contemporaines des Annonciations que je vous ai présentées, relèvent-elles encore d'une économie spirituelle de l'image? C'est exactement la thèse qui est développée par mon jeune collègue Étienne Anaheim dans un mémoire inédit d'habilitation qui est encore inédit, qui parle d'une économie spirituelle de l'image, toujours active à la fin du Moyen-Âge. Et il me semble que cette thèse est importante à développer, comme je vais m'y employer durant quelques minutes, pour bien comprendre que finalement, le monde de l'art n'a jamais perdu dans la modernité sa dimension spirituelle, que du coup le paysage est spirituel, et que l'on peut très très bien rattacher, comme je le ferai pour finir, au fond, ce que l'art contemporain, dans son abstraction, peut avoir encore de porteur de spirituel. Anaheim, dont je vais suivre l'analyse, s'intéresse au dessin de l'image de la fin du XIIIe siècle jusqu'aux années 1460, d'Assise à Florence, de François Médicis. Il examine tour à tour les trois bonnes raisons que l'historien peut avoir de qualifier l'image de spirituelle. La première est de rappeler la place de l'image objet et de la peinture dans le corps à corps du saint, en l'occurrence François, avec l'imago christique et plus globalement le traitement par les peintres d'Occident du mystère de l'incarnation. La deuxième raison est de souligner l'évolution des usages cultuels entre procession et prière individuelle. Et il revient sur des pratiques trop peu discutées habituellement dans notre façon d'installer ces images dans une véritable production d'art. C'est finalement à quoi servent ces images? Quelle est leur fonction sociale? Installation processionnelle des tableaux dans les églises, l'organisation du départ de l'atelier vers l'église en une véritable procession qui nous montre que nous avons à faire des images cultuelles, sortie des images lors des cérémonies de culte à l'instar des reliques de saints, dans les grandes processions civiques, prière de l'œil, du cœur et de l'esprit devant l'œuvre, dynamique des rapports entre tableau et vision spirituelle, certaines visionnaires comme celle célèbre de Catherine de Sienne, qui rapporte avoir eu la vision de ce que précisément elle a vu préalablement peint. Elle a vu ce qu'elle a vu préalablement représenté. Donc une fonction contemplative de l'image qui est très très forte. Surtout, et c'est la troisième raison qu'avance Étienne Anaheim, il s'agit d'insister sur la fonction théologique de l'image, à une date tardive, 14e et 15e siècle, entre pratiques anciennes renouvelées et innovations. Au titre de ces dernières, c'est-à-dire les innovations, il y a lieu de revenir sur les perspectives paysagères offertes au XVe siècle par les Annonciations dans leur finalité théologique. Il s'agit au fond, avec ces Annonciations, de mise en scène, pour reprendre l'expression de Daniel Arras, de mise en scène du lieu de la venue de l'infini dans le fini. L'infini dans le fini. Du surnaturel dans le naturel. De l'incorporation du divin dans un lieu approprié, ouvert, qu'il s'agisse de l'utérus, qu'il s'agisse du cœur, ou qu'il s'agisse de la maison, la voie offerte par Fra Angelico, que vous voyez à l'écran de nouveau, réservant exclusivement la perspective aux espaces célestes, à l'expression de la perfection divine conçue dans la dynamique d'une stable mobilité. Il s'agit de retenir un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur et du retour de l'intérieur vers l'extérieur. Les pratiques anciennes renouvelées, cette fois-ci, tiennent à la consécration des œuvres. Consécration des œuvres.
j'insiste bien sur un phénomène qui est absolument jamais commenté en dehors d'une toute petite médiévistique. Dans la logique de conception théologique et d'usage liturgique qui remonte au moins au tournant des XIe et XIIe siècles, il convient de rappeler que la peinture est partie prenante du sacré chrétien, qui est un sacré de consécration. En reprenant une question qui traverse depuis les origines l'histoire du christianisme, spécialement sur son versant oriental, dans le cadre de la querelle des images, querelle des années 700-800, il ne s'agit pas simplement de rappeler la force sacrale des images. Il ne s'agit pas simplement de rappeler leur pouvoir médiateur dans la remontée de l'objet à son modèle. Il s'agit surtout, pour l'Occident, de souligner l'option propre au monde latin, au Moyen-Âge central, qui consiste à référer la production artistique à la production eucharistique, de mettre en rapport le fait que nous on considère comme un art au fait sacerdotal ou sacramentel. Si Dieu le Créateur est artiste, d'une certaine façon, l'artiste est lui-même créateur de Dieu. Il est théodidacte, en ce sens qu'il fait Dieu dans la pratique de son art. Il le consacre comme le prêtre à l'autel qui fait advenir Dieu en œuvrant à la transformation des espèces mystériques en corps et en sang du Christ. C'est un véritable acte sacramentel. Est-il exagéré ainsi de voir dans ce tournant majeur de la sacralisation eucharistique de l'artiste, de la conjonction de deux égaux, celui de l'artiste et celui du prêtre, le moment instaurateur de ce que, dans une articulation forte entre esthétique et niveau moral supérieur, la modernité philosophique consacre plus tard avec Kant comme le génie de l'artiste. Le génie de celui, je cite Kant, qui a reçu de la nature le don d'insuffler de l'âme à la matière. Fin de citation. Dans les vies d'artistes, peintres, sculpteurs et architectes, appelés à fonder le basculement problématique du monde de l'art. Vasari, 1511-1574, a brossé justement un fort intéressant portrait de Fra Angelico en peintre saint et religieux, en peintre instrument de Dieu, en peintre du premier jet de l'inspiration. La logique de cette conception sacerdotale de l'artiste est de traiter l'œuvre comme un miracle, de voir dans les réalisations artistiques des réussites qui sont plus divines qu'humaines, divines en tant que donneuse de vie, en tant que puissance d'incarnation. Une conception de l'œuvre qui, si l'on suit Vasari justement, aurait été amorcée par Giotto. Giotto qui se voit attribuer par Vasari l'éloge que mérite, je cite, celui qui ouvrit la porte de la vérité par sa capacité, comme le soutient Boccace, à faire croire vrai ce qui est peint. Autrement dit, le paysage serait ainsi une manière de faire croire. C'est un artefact qui transporte et qui, comme tel, ne peut pas ne pas être spirituel. Et d'un spirituel aux dimensions qu'on voudra. L'esprit avec un petit E, ou l'esprit avec un grand E, du faiseur d'artefacts consacré comme artiste majuscule dans sa capacité à diviniser la vie, en la transfigurant, un terme quasi eucharistique, en la transfigurant par une mise en scène appropriée. Et c'est ainsi que, me semble-t-il, on peut retrouver la voie de l'art moderne avec Kandinsky. Je cite de nouveau mon épigramme à propos de Cézanne et de Matisse.
Ici s'ouvrent les voies d'objectivisation de l'art, où l'artiste n'est rien d'autre qu'un instrument secret et caché au regard, alors que l'œuvre elle-même a l'air d'être tombée toute prête du ciel. La pulsation de l'artiste ne s'entend plus dans l'œuvre, cette dernière vie avec ses propres pulsations. Comme vous le savez, Kandinsky s'est dit très très proche des primitifs et inspiré par les primitifs. Et est en train de se dérouler à Paris une exposition, pour notre propos, bien intéressante, que j'ai visitée après avoir composé le texte, mais sur lequel j'aimerais finir, intitulée « Au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky », où vous pouvez voir des tableaux de ce type. Paul Sérusier, 1921, paysage ogival. Gauguin, 1988, la vision après le sermon, ou la lutte de Jacob et de l'ange. Nous rapprochons d'Assise, Charles-Marie Dulac, 1897, soleil levant à Assise. 1891, Claude Monet,